Cette conférence sur la dépollution de l'espace nous permet d'accueillir donc deux invités très spécialistes du sujet qui nous font le plaisir d'avoir accepté notre invitation. Donc tout d'abord une personne qui souhaite conserver l'anonymat, donc je ne l'appellerai que par son prénom et je vous demanderai de ne pas la prendre en photo, vu que Elisa, vous travaillez dans une grande entreprise du secteur spatial et qu'à ce titre, vous souhaitez conserver l'anonymat. À mes côtés, Arnaud Saint-Martin, sociologue au sein du CNRS et spécialiste des politiques spatiales. Alors, l'espace, l'accès à l'espace, c'est un sujet qui apparaît de plus en plus dans les médias. Alors il apparaît dans les médias au vu des frasques de milliardaires qui vont dépenser des centaines de millions de dollars en l'occurrence pour accéder à l'espace. Après ils vont se faire la guerre pour savoir si 80 km c'est l'espace, il faut aller jusqu'à 100 km pour être vraiment un astronaute. Bref, on est là dans des lubies de milliardaires, mais des lubies qui interpellent sur cet accès à l'espace, qui y a accès, pourquoi faire, quelles conséquences sur l'environnement, mais également quelles conséquences sur l'économie du spatial, quelles conséquences sur les entreprises qui, jusqu'à maintenant, contribuaient à l'accès à l'espace, des entreprises qui étaient pour l'essentiel, et qui peut-être le sont-elles encore, c'est vous qui allez nous le confirmer ou non, dépendantes des financements publics, dépendantes des États. Et toute la question est, est-ce que l'accès à l'espace reste réservé aux États? Est-ce que cela devient également une zone du privé? Et si cet espace est un bien commun, comment le préserve-t-on, y compris de cet accaparement par le privé? Donc il y a cet aspect-là de ce que l'on appelle le New Space, hein, Elon Musk, Jeff Bezos, etc. Et après, il y a évidemment cet espace qui fait rêver. Et alors là, ça va être Thomas Pesquet et ses magnifiques photos depuis la station spatiale internationale. Donc c'est la présence de l'homme dans l'espace. Après Yuri Gagarin, après Neil Armstrong, après cette permanence de l'homme dans l'espace en orbite au sein de la Station spatiale internationale, c'est le projet Artemis des Américains de retourner sur la Lune. Première étape pour aller sur Mars et peut-être la terraformer. Nous en reparlerons. Mais plus précisément, il faut se rendre compte qu'au-delà de cela, l'espace est une infrastructure critique pour notre vie au quotidien. Chacune et chacun d'entre vous utilise environ 40 satellites tous les jours. 40 satellites différents dans votre vie quotidienne tous les jours. Ces satellites tombent en panne, c'est toute notre société qui est paralysée, qui, je ne dirais pas qu'elle est ramenée à l'âge de pierre, mais sur certains domaines, très clairement, nous aurions de très graves problèmes. Et tout cela nous amène à la question de cette pollution de l'espace, parce que aujourd'hui, on a des myriades de satellites qui sont envoyés par ces milliardaires. Quelles conséquences, au-delà de cette conséquence que nous voyons tous au quotidien, c'est-à-dire que nous ne voyons plus les étoiles, éblouis par les lumières de la société qui n'a jamais pensé à cette protection de la voûte céleste. Aujourd'hui, nous élevons des enfants qui ne savent plus ce que sont les étoiles. Et cette multitude de satellites ne fait que amplifier le phénomène. Et même pour les astronomes, non pas amateurs, mais les astronomes tout court, même l'utilisation des observatoires puissants est aujourd'hui menacée par cette myriade de satellites, et on se retrouverait dépendant de satellites tels Hubble pour observer les espaces. Et évidemment, tout cela diminue nos capacités d'observation, nos capacités de compréhension de l'espace et de cette immensité qui a vu le Big Bang
Tout cela nous ramène à notre existence même, de savoir, d'essayer de comprendre l'origine de l'espace. Et bien tout cela est menacé par ces projections de satellites. Voilà, c'était une petite introduction sur les multiples facettes de ce sujet central, fondamental pour l'humanité. Et sur lequel il y a trop peu de partis politiques, trop peu de candidats qui ont, j'allais dire, une vision, mais ne serait-ce qu'un programme. Et c'est pour ça que nous tenons à avancer sur ces questions, qui sont des questions centrales, et cet espace qui est une nouvelle frontière de l'humanité avec la mer, avec le numérique. Eh bien, c'est quelque chose que nous devons traiter avec beaucoup de sérieux, car au-delà de ces aspects même, il y a évidemment des aspects militaires, des aspects de souveraineté qui sont en jeu. Et tous ces aspects sont très très importants pour la France. La France qui est une très grande puissance spatiale, la France qui est le deuxième contributeur par habitant du budget spatial, hein. C'est-à-dire que c'est-à-dire que nous dépensons beaucoup d'argent dans ce domaine comparé à notre population. Nous sommes une nation qui avons des compétences de bout en bout de la chaîne, c'est-à-dire que nous savons opérer des satellites, nous savons construire des satellites, nous savons mettre sur orbite des satellites. Il y a peu de nations qui savent le faire. Donc notre rôle est essentiel, et nous devons pouvoir avoir une vision, une stratégie, et dresser un chemin pour avancer dans cette question spatiale au XXIe siècle. Et donc je vais me tourner vers Elisa pour peut-être faire un point plus précis sur la situation, peut-être sous un angle technique de ces questions-là. Si ça marche pas... Oui, je vais effectivement faire un état des lieux un petit peu au niveau des satellites et de cette pollution spatiale, pour vous montrer un petit peu à quel point il y a urgence un petit peu à préserver cet environnement. Aujourd'hui, on a à peu près, depuis le début des lancements de satellites, on a à peu près mis aujourd'hui 11 200, 11 300 satellites en orbite, selon le Bureau des Affaires spatiales des Nations Unies, là, au moment où on se parle, et ce sera bien plus d'ici la fin de l'année. 7 500 sont encore en activité, ce qui veut dire qu'on en a environ 4 000 aujourd'hui qui sont hors service. Ces satellites hors service, malheureusement... Ils se désintègrent dans l'espace en générant beaucoup de débris. Il y a des parties de satellites, des fragments d'équipement. Il y a également des étages de lanceurs spatiaux qui ont permis de mettre ces satellites en orbite. Et aujourd'hui, la situation devient assez critique parce que vous avez des centaines de millions de débris de moins d'1 millimètre. Vous avez 900 000 débris qui ont une taille de l'ordre de 1 à 10 cm, et vous avez environ, je dirais, 34-35 000 débris qui, eux, ont une taille supérieure à 10 cm. Ces débris sont tous dangereux pour les satellites actifs, hein. Même les plus petits, parce que, en fait, ce dont il faut se rendre compte, c'est qu'ils se déplacent à des vitesses folles. Et donc, s'ils viennent percuter un satellite opérationnel, il y a de grandes chances que ce satellite soit finalement hors d'usage et de générer encore des milliers de débris. D'ailleurs, on a des exemples assez récents, malheureusement, où on a eu des collisions entre, par exemple, un satellite opérationnel américain, Iridium 33, c'était en 2009, et un satellite russe qui était hors service. Et là, on génère 2000 débris spatiaux d'un coup. On a eu un peu plus tôt, ça devait être en 2007, les Chinois
qui ont volontairement balancé un missile sur un de leurs satellites. Et là, c'est 3000 débris spatiaux d'un seul coup. Donc on voit bien que la situation devient très problématique. Elle devient d'autant plus problématique que ces dernières années, comme le disait Bastien, nous assistons à une augmentation exponentielle du nombre de satellites lancés. Typiquement, jusqu'en 2018-2019, il y avait à peu près une centaine de satellites par an qui étaient envoyés dans l'espace. L'an dernier, il y a eu plus de 1200 satellites qui ont été envoyés dans l'espace. Là, on en est déjà à plus de 1000 au moment où on se parle ici. Donc, je vous laisse imaginer à la fin de l'année. Et ça va être, malheureusement, ça va être comme ça dans les années à venir. Qu'est-ce qui a changé finalement ? Comme le disait Bastien, il y a eu l'émergence du New Space. Le New Space, c'est quoi ? Le New Space, ce sont effectivement toutes ces start-up privées américaines qui sont arrivées. C'est une décision politique, hein. Les États-Unis avaient subi 2 échecs de leur navette spatiale. Quand je dis les États-Unis, la NASA plus exactement, 2 échecs pour envoyer les astronautes dans l'espace, un en 1986, un en 2003, avec à chaque fois la perte et de la navette et de l'équipage. Donc à ce moment-là, effectivement, l'agence spatiale américaine se trouve contestée très clairement. Et les États-Unis décident d'ouvrir le ravitaillement de la Station spatiale internationale au privé. Et c'est comme ça que vous avez pu voir il y a quelques mois Thomas Pesquet et les autres astronautes qui ont été amenés dans l'espace par une capsule privée de l'entreprise SpaceX. Et ça, effectivement, ça a des conséquences. C'est que ces entreprises privées, elles voient dans l'espace non plus ce qu'ils voient les États. Tant que nous avions des monopoles étatiques, les activités spatiales étaient des activités d'intérêt général, des activités liées aussi à la souveraineté militaire, très clairement. Et principalement, on envoyait des satellites de télécommunication dans l'orbite géostationnaire pour notamment tout ce qui est le contrôle aérien, par exemple. Et on envoyait beaucoup de satellites d'observation de la Terre pour les prévisions météorologiques, pour permettre de mesurer la pollution liée aux activités humaines et par exemple la fonte des glaces, l'augmentation du niveau des mers, la quantité de CO2 dans l'atmosphère, tous ces chiffres qui sont ensuite utilisés notamment dans les rapports du GIEC. Donc l'espace était vraiment dédié aux activités d'intérêt général et depuis effectivement maintenant plus d'une dizaine d'années, il y a ce phénomène du New Space où les entreprises sont toujours largement financées par des fonds publics par contre. Hein. Les États financent très très largement toutes les start-up américaines, il y en a des milliers. Et ces entreprises-là, elles voient l'espace non plus comme un bien commun pour des missions d'intérêt stratégique et politique, mais comme un terrain de jeu commercial. Et par ce biais-là, elles développent notamment les méga-constellations que vous voyez en ce moment. Si vous regardez le ciel, malheureusement, on ne voit plus les étoiles. On voit les petites lumières de Starlink. Et eux, ils prévoient clairement d'envoyer des milliers et des milliers de satellites dans l'espace. Ce qui pose des problèmes. Déjà, on le voit dès aujourd'hui, où plusieurs manœuvres d'évitement ont dû être faites parce qu'ils seraient rentrés en collision avec des satellites d'observation de la Terre, parce que eux, contrairement aux satellites de télécommunication institutionnels,
dont je parlais tout à l'heure, eux, c'est pour l'Internet partout. Et du coup, ces satellites-là ne sont plus à 36 000 km au-dessus de nos têtes, comme les satellites de télécommunications classiques, mais entre 400 et 2000 km au-dessus de nos têtes, pour permettre effectivement d'avoir des temps de réponse finalement pas trop mauvais, parce qu'Internet, la fibre optique, c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour faire de l'Internet. Mais effectivement, du coup, pour avoir des performances à peu près équivalentes, ils les mettent très, 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 très bas dans le ciel. Et effectivement, on va aller... Si on continue comme ça, le syndrome de Kessler, qui était évoqué en 1978 déjà, parce qu'à force d'augmenter le nombre de satellites lancés, etc., Kessler avait dit, attention, il y a un moment où effectivement, il va y avoir une collision en chaîne, etc. etc. Et aujourd'hui, franchement, on se rapproche de plus en plus de ce genre de danger. Et il y a urgence vraiment d'une part à dépolluer, mais aussi à préserver l'espace, parce qu'il y a un accaparement privé. Donc c'est un petit peu comme si on violait les traités de l'espace quelque part. Donc il va falloir établir de nouvelles réglementations en termes de dépollution, mais aussi de manière un petit peu plus large pour être sûr qu'il n'y ait pas un accaparement de l'espace par les acteurs privés au détriment des États qui sont les mieux placés pour gérer ces aspects très stratégiques. Alors peut-être pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces acteurs et ces institutions qui sont d'une certaine manière responsables de cette fuite en avant, ou qui au contraire auraient les moyens de la stopper. Oui. Merci pour l'invitation d'abord, et puis merci d'être tous là pour discuter d'un sujet extrêmement important. Je pense qu'on le mesure maintenant. Donc là, je vais aborder quelques points de façon très brève et schématique. Je ne vais pas tout analyser. Et par moment, là, je sortirai un peu de ma réserve de chercheur au CNRS pour formuler quelques points de vue un peu normatifs, parce que à force d'observer, on se dit quand même parfois on est un peu crispé. Donc premier point d'abord que je voulais souligner, c'est que d'abord il y a ce milieu social dans lequel finalement ces activités se déploient, il n'a pas tant changé que ça, quoi. Il y a tout un discours aujourd'hui de nouveauté, de disruption, tout ce que vous voulez, qui enrobe une rhétorique du neuf qu'il faut aussi interroger. C'est pas si neuf que ça. En gros, il y a un champ astronautique qui est très structuré avec des organisations, des agences spatiales qui sont toujours là depuis maintenant 60 ans et qui sont en gros régies à peu près par les mêmes motivations, les mêmes façons de produire l'usage de l'espace. C'est beaucoup la science, la technologie, l'innovation, ce genre de choses, quoi. Tu en as parlé un petit peu. Mais disons que même la motivation mercantile était présente. La NASA a poussé l'usage marchand de l'espace dès les années 60, donc c'est pas vraiment neuf quand on dit New Space et la marchandisation. Là aussi, il faut l'interroger. Ce spatial-là, il est très structuré. Et donc le changer, évidemment, on le fait pas d'un claquement de doigts, mais en gros les acteurs sont déjà là et depuis très longtemps. Ça c'est un premier point que je voulais soulever. Donc quand on parle des nouveaux acteurs, là, il faut vraiment relativiser fortement, s'agissant notamment des prétendus outsiders du New Space. Donc le New Space, cette prétendue révolution qui subvertirait le statu quo qui serait celui des agences spatiales type NASA ou CNES en France. En même temps, il y a quelques petits trucs qui ont changé. Ça serait trop caricaturé que de dire que rien n'a changé. On ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu la SpaceX. Je l'ai dit, on l'a dit, on l'a déjà cité. Il y a même un effet SpaceX, même peut-être un syndrome SpaceX. Quand vous parlez de SpaceX, notamment en France, le président en a parlé à la station F, avec des étoiles dans les yeux. Bon, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre de la fascination pour un modèle. Après, il faudrait interroger de quoi c'est le nom. Mais toujours est-il qu'il faut vraiment raison garder, y compris sur SpaceX. Parce que, en gros, les agences spatiales et les établissements militaires dédiés aux affaires spatiales demeurent véritablement les vrais acteurs
dans le champ de l'astronautique. Et finalement, les boîtes comme SpaceX, y compris Blue Origin, les boîtes de télécom, sont souvent des bras armés de ces agences qui financent leurs opérations in fine. Et quand le gouvernement américain arrête de payer, par exemple, et là c'est le cas en ce moment, il y a une controverse entre SpaceX et Blue Origin sur le retour sur la Lune, Artemis, et Blue Origin a perdu le contrat, ils pensaient l'emporter, avec un petit projet à 6 milliards de dollars. C'est pas passé parce que Musk a encore cassé les prix, il a divisé par 2. Ça a séduit la NASA et Blue Origin attaque la NASA en justice fédérale, quoi. Parce qu'ils sont pas contents, ils ont perdu le contrat. Et là, vous avez donc des guerres, littéralement, sans merci, avec des lobbyistes partout à Washington, et notamment de SpaceX. C'est l'entreprise qui emploie le plus de lobbyistes à Washington pour faire pression sur le gouvernement pour arracher les contrats, quoi. Quand on parlait d'accaparement, là, c'est assez brutal là-bas. Et donc là, on voit à quel point finalement le New Space, c'est une espèce de guerre entre prestataires de services, entre sous-traitants de l'État fédéral qui cherchent à s'assurer une place, de fournisseurs, des bureaucraties fédérales qui sont construites par eux comme subalternes, juste comme des clientes. Et là, il y a une inversion du rapport de force qui est quand même assez symboliquement chargée. Mais toujours est-il que vous avez des formes de prédation très organisées et un régime néolibéral des activités spatiales qui est en germe depuis les années 90 et qui aujourd'hui s'est banalisé à travers des boîtes comme SpaceX, mais non, il y en a beaucoup. Et tu disais qu'il y a des milliers de startups, il y en a des milliers. Moi, j'en ai vu plein en Californie. Voilà, c'est quelque chose qui a cours en ce moment et qui est légitimé finalement par la force publique, la puissance publique, en l'occurrence la NASA, qui se pense maintenant comme organisation entrepreneuriale, ce qui est quand même un basculement intéressant. Alors là, je grossis énormément le trait. Ça fera bondir mes collègues, les experts des affaires spatiales, et a fortiori les fans de Musk, avec qui j'ai l'habitude de me friter. Mais ce retour sur Terre s'impose aussi pour considérer le problème de la dépollution. L'environnement spatial, Elisa l'a bien expliqué, c'est un milieu physique encombré, de plus en plus encombré, par les résidus indésirables de l'activité spatiale passée. Alors ça c'est important, il y a encore des étages des années 90 qui sont en déshérence sur les orbites, etc. Donc on a encore du spatial très, très ancien qui est là, et dans les ruines duquel on doit naviguer. Mais aussi les restes de collisions, tu en as cité quelques-unes récentes, des avaries en orbite, des satellites qui implosent, des moteurs, bref, des fuites et tout, et des fragmentations, sans parler aussi des satellites qui sont non fonctionnels, en panne. Et alors là, c'est Starlink, c'est magnifique, il y en a 1740 aujourd'hui qui ont été envoyés, il y en a 6% qui sont en panne. C'est quand même énorme. Donc on peut pas, comment commander des satellites en panne, notamment la désorbitation qui est censée être super agile et tout dans les 5 ans. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que prévu et SpaceX là-dessus communique pas du tout. Là aussi, en termes de transparence de la communication, j'aurais beaucoup de choses à dire de ces privés. Là, c'est avec cet écosystème technique qu'il faut composer. Ceci dit, tout ça, c'est devenu un marché en soi aussi de répondre à cette pollution. Et là aussi, c'est intéressant, c'est le capitalisme qui s'auto-corrige de façon très vertueuse. Aujourd'hui, c'est devenu même un marché de corriger la pollution par des orbites. Donc tout ça, ça demande des capacités d'observation, une coordination entre les acteurs, une information partagée, etc. Et là, vous avez des boîtes dont c'est maintenant le boulot, des startups qui se lancent dans le tracking des satellites au sol, etc. et qui vendent leurs services à ceux qui polluent en fait. Et un jour aussi, j'imagine qu'il y aura des solutions pour gérer ce genre de start-up qui elles aussi génèrent leur propre pollution. Mais là, vous voyez une espèce de capitalisme qui s'auto-corrige avec une puissance publique qui est relativement atone, j'y reviendrai peut-être plus tard, et qui fait mine que finalement on va y arriver, quoi. Tout est là, voilà, on est super agile, innovant, on aura des harpons, on pourra les attraper avec des filets, les satellites et tout. Bon. Franchement, ça reste à démontrer et pour l'instant, ça n'a pas été testé, véritablement, même s'il y a des manœuvres de rapprochement, etc. Mais ça reste très compliqué à faire. Et là, il y a tellement de matériel à désorbiter que bon courage. Je viens à la pollution. Donc, on parle souvent des lancements. C'est assez crade un lancement spatial. C'est même assez immonde. Il y a beaucoup de kérosène, etc. L'impact, il est non nul. Il est rarement chiffré. Et avec les cadences toujours plus infernales, ça va évidemment augmenter. Quand vous voyez les projections, c'est toujours exponentiel. Parce qu'ils vendent plus c'est exponentiel, plus ça intéresse les investisseurs. Et puis, c'est une espèce de fuite en avant aussi du point de vue financier. Mais si on voit les projections d'ici 2030, c'est infernal. Il y en a tout le temps des lancements. Et quand on voit SpaceX, moi avant, je regardais les vols. Bon, maintenant, quand il y en a 2 par semaine, ça reste beaucoup moins magique. Moi, j'en ai vu un. Bon, on l'a vu un, on en a vu 2. Et là, c'est tout le temps. Et c'est pas que SpaceX, évidemment.
Mais ce qu'il faut aussi prendre en compte, et c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment aussi intégré dans le calcul du coût environnemental du spatial, de cette industrie, c'est qu'il y a aussi des activités au sol. Et ça, on le voit pas vraiment. Et l'empreinte carbone, ça se calcule aussi avec les stations, les infrastructures, les ports spatiaux, qui sont aussi énergivores, qui consomment beaucoup de ressources et qui attirent pas du tout l'attention. On regarde le lancement, on regarde les débris, mais l'activité spatiale, c'est beaucoup plus que ça. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais aussi souligner. Et on le voit particulièrement avec ces constellations dont on parle beaucoup dans les journaux, de plus en plus. Ces fameuses méga constellations avec plein de satellites. Et constellations d'ailleurs aussi, il y aurait un travail sémantique à faire. Constellation, c'est tellement beau, c'est l'astronomie, mais les étoiles, comme tu le disais, on les voit même plus. Donc là, ça serait plutôt des infrastructures, des systèmes, des flottes, des essaims. Bref, ces infrastructures en orbite, eh bien, les chiffres donnent le tournis, c'est des milliers et des milliers de satellites qui vont être envoyés. Et la gestion est toujours plus compliquée. Je ne reviens pas sur la gestion des orbites, mais au sol, maintenant, il y a des data centers. Il y a des clouds, il y a des compagnies qui ont compris que c'était l'Eldorado, qui misent finalement sur le traitement de ces données massives qui transitent par les orbites. Et là, on voit finalement des convergences qui sont tout à fait intéressantes et importantes. Et ça fait depuis des années que ça a commencé à monter en puissance, mais là, ça y est, c'est réalisé. SpaceX, maintenant, Starlink, sa filiale, est très lié maintenant avec Google, qui a investi 900 millions, qui a abondé dans son capital à hauteur de 900 millions en 2015. Il y avait déjà un rapprochement, et avant avec ce qui est devenu le projet OneWeb. Donc là, on voit qu'il y a déjà, du point de vue des data centers et de la commande au sol des satellites, il y a un rapprochement, mais c'est aussi avec le cloud, Google. Là, il y a un partenariat qui a été noué en mai dernier. Donc Google et SpaceX. Rapprochement. On pourrait dire la même chose avec Amazon, et Kuiper, etc. Donc là, le point que je voulais avancer aussi sur la table, c'est que la pollution spatiale, en fait, maintenant, elle est complètement corrélée de la pollution du numérique. On ne peut plus les désolidariser. Il y a tout un débat sur la sobriété numérique, etc. Il faut aussi le déplacer sur le terrain spatial, puisque maintenant, c'est complètement connecté. L'autre point, donc tout cela, c'est énorme, ça engage une industrie de la connectivité à court, moyen et long terme. À très court terme, il faudra assurer la continuité de service de ces plateformes et infrastructures dans leur déploiement opérationnel. Donc là, ça ne peut pas bugger, on n'a pas trop intérêt. Donc ça inclut à moyen terme aussi le renouvellement des composants de la flotte satellite. Ça, c'est un point hyper important. Et en ce moment, le débat, c'est plus le déploiement de Starlink de la première génération, c'est la deuxième génération. On est déjà dans l'après le premier déploiement, sachant que la durée de vie publiquement affichée, c'est 5 ans. Mais je vous l'ai dit, il y a des satellites en panne, donc c'est pas toujours 5 ans. Et ces satellites de 5 ans, c'est du satellite Kleenex, c'est des machines à laver qui sont envoyées, et puis après, elles reviennent, et puis on les remplace assez vite. Et là, les prochains satellites sont plus gros, donc ça va être encore plus compliqué. Mais là, il faut gérer cette flotte, et généralement, on insiste toujours sur l'innovation, de rupture, etc. Et on ne voit pas la continuité de service. Mais ça, c'est fondamental dans l'histoire des techniques. Il faut aussi une maintenance de ces services. Et là, en fait, pour l'instant, c'est la boîte de Pandore. Est-ce que ce service va être assuré dans le temps long ? Parce que c'est bien beau d'envoyer comme ça à court terme, mais il faut les assurer dans le temps long. Et là, on voit que les projections de SpaceX sont très optimistes. Ça va générer des milliards, peut-être 1 milliard de revenus d'ici 2-3 ans, etc. Puis ça leur permettra d'aller terraformer Mars plus tard. On verra. Mais toujours est-il que SpaceX pourrait disparaître. Qu'est-ce qui garantit que SpaceX, une entreprise qui va continuer à fonctionner ? Si un jour le gouvernement américain dit Elon, c'est fini, on arrête de subventionner, SpaceX pourrait couler assez vite, C'est une espèce de prophétie gratuite, mais qu'est-ce qui nous garantit que ces entreprises vont durer ? Ça, c'est une question qui est à mon avis super importante, d'autant plus que Starlink va bientôt être coté en bourse. L'entrée au Nasdaq, c'est prévu, Donc c'est une entreprise, une filiale de SpaceX qui va aussi générer sa spéculation boursière, ses fluctuations, etc. C'est déjà le cas de plein de boîtes du New Space qui sont maintenant, qui ont fait leur entrée au Nasdaq, Virgin Galactic, etc. Il y a une financiarisation des activités spatiales qui est effroyable. Et Starlink va être aussi un véhicule de cette évolution-là. Donc ça, c'est un point qui est à mon avis important. Est-ce que ces entreprises sont vouées à durer, On a eu un exemple avec OneWeb qui a fait faillite, qui a été récupéré, etc. Quid des infrastructures une fois qu'elles sont en orbite. Enfin, dernier point, pour tour d'horizon hyper rapide, on discutera après, mais c'est pour mettre des éléments qui sont rarement discutés en fait, dans le débat public autour de ces technologies, qui sont rarement discutés tout court. En fait. Dernier point qui a été évoqué, mais je pense que c'est important de le souligner, l'espace, c'est un champ de bataille, militarisé aussi. Et on voit que des entrepreneurs sympas,
rapaces de la Silicon Valley, mais c'est aussi un truc de militaire. Moi, quand je vais aux États-Unis, le nombre d'entretiens que je peux pas faire, parce que tout simplement, c'est la défense, quoi. Et moi, étant CNRS, donc gouvernement français, je ne peux même pas échanger avec certains officiels. Donc ça reste un truc militaire, quoi qu'il arrive. Et là, l'actualité de la défense spatiale, si vous y intéressez, c'est assez anxiogène, hein. C'est rythmé par des débats, des spéculations sur des technologies qui font froid dans le dos, hein, et le développement de capacités notamment anti-satellites, hein, qui peuvent être utilisées pour endommager, détruire des systèmes spatiaux depuis le sol ou en orbite, hein, pour dégrader le service, le signal de manière temporaire ou permanente. Et là, les vues sont assez inquiétantes, hein. Il y a déjà des rapprochements entre satellites, plus ou moins agressifs. Il peut y avoir des brouillages, l'usage d'armes, des lasers de puissance, des micro-ondes de forte puissance, le brouillage de liaison, des cyberattaques, ça c'est le grand truc, les cyberattaques depuis le sol. Mais aussi des techniques de rapprochement, alors là, qui peuvent être super dangereuses en termes de collision. Si vous avez deux satellites qui se rapprochent un peu trop, voilà. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est que même des satellites qui auraient vocation à dépolluer, il y a plein de startups qui sont donc sur ce business-là, sont perçues comme un peu dangereuses. Parce que qui dit qu'ils vont se rapprocher pour dépolluer ? Il se pourrait que ce soit finalement des startups qui sont agressifs, quoi. Bref, donc là aussi, on a un champ qui est quand même assez à mon avis, qu'il faut intégrer dans la balance. Il y a des précédents dans l'usage donc, des missiles intercepteurs anti-satellites et qui ont produit plein de débris et qui donc aujourd'hui... qui nous dit qu'il n'y aura pas un autre essai qui sera fait d'ici 1 ou 2 ans, hein. Et tout porte à croire que d'autres événements pourraient arriver. Il y a des tensions aujourd'hui entre la Chine et les États-Unis qui sont massives, hein, dans le spatial. Il pourrait que ça arrive avec des capacités qui sont en fait déjà là, hein, des deux côtés, hein, Chine comme États-Unis. Donc là, en gros, c'est l'actualité de la dépollution. Elle est assez déprimante, hein, parce que quand on voit l'état des lieux, on se dit bon courage pour changer la donne. Mais je pense que c'est hyper important d'avoir au moins un point un peu objectivé pour savoir comment faire en sorte que ça change dans le bon sens, quoi. Merci beaucoup. Alors, tu as abordé la question de OneWeb. Ce qui est quand même intéressant de savoir, c'est quand OneWeb a fait faillite, le gouvernement français a eu la possibilité, par le biais d'Airbus notamment, de racheter la constellation, l'usine en Floride qui le produit, pour 1 milliard d'euros, c'est-à-dire rien comparé à la valeur de l'entreprise, qui, le gouvernement français donc n'a rien fait, n'a pas eu le volontarisme d'agir. Ce sont les Anglais, en coopération avec des Indiens, qui l'ont fait, avec une plus-value de 100% en 1 an. C'est-à-dire que le milliard qui aurait pu être investi par la France, il aurait déjà été rattrapé 1 an plus tard, et nous aurions eu une constellation complète de satellites, ce qui, en termes de souveraineté, était fondamental. Et là, l'Union européenne dit « Ah oui, si nous faisions une constellation, etc. » Et là, on est reparti pour des discussions sans fin, avec l'Allemagne qui, comme d'habitude, va nous voler la laine sur le dos, hein, parce que dans le domaine spatial, comme dans d'autres, c'est ce que font les Allemands, hein. On avait des accords de coopération, notamment les accords de Schwerin, qui étaient des accords sur les satellites militaires, hein. En gros, c'était la France construit des satellites de compétences d'observation optique et les Allemands font de l'observation radar. Pourquoi pas ? Sauf que Mme Merkel a pris l'accord et elle a décidé, en parallèle, de développer la compétence radar optique en Allemagne, quand en France, on a abandonné la compétence radar en se disant c'est les Allemands qui le font. Donc, heureusement, nous avons des instituts de recherche tels l'ONERA qui avaient continué à travailler sur la compétence radar et qui nous a permis de rattraper le coup. Mais on ne pourra pas le faire à chaque fois. Ça a des coûts. Et faire confiance aux Allemands. Et le problème, c'est qu'on n'a pas appris de Schwerin. Parce que là, sur la dernière conférence intergouvernementale de l'ESA, les Allemands ont mis plus d'argent sur la table que les Français, donc ils sont devenus premiers contributeurs financiers de l'ESA, et ils ont pris le contrôle sur plein de secteurs de l'ESA, parce que le principe de l'ESA, c'est qui paye récupère. C'est-à-dire que on donne 20% du budget, et bien 20% de ce qui va être produit par l'ESA va être fabriqué dans le pays qui a fourni l'argent. Et donc, plus les Allemands donnent, plus ils récupèrent de commandes. Et là, typiquement, ils sont en train de prendre le lead sur les lanceurs légers.
les lanceurs légers dont ils n'avaient aucune compétence. Ils ne savent pas faire de fusées. C'est les Français qui font des fusées et les Italiens, essentiellement. Et quand on a confié aux Allemands de faire Galileo, on a perdu 5 ans parce que c'était une entreprise qui ne savait pas le faire. Et parce que comme il fallait le donner aux Allemands, on leur a donné et on a perdu 5 ans. Donc, on a ces enjeux. Et là-dedans, la France, comme c'est une grande puissance, elle doit agir. Elle aurait dû agir sur OneWeb. Elle ne devrait pas se lancer dans des partenariats avec les Allemands. Elle doit tenir tête aux Américains. C'est ce qu'on a fait. Parce que jusqu'à il y a quelques années, les Américains dévoilaient la position de tous les satellites de toutes les nations parce qu'ils étaient seuls à avoir la capacité d'avoir une visibilité, une cartographie en temps réel des satellites. Et tous les satellites étaient cartographiés, y compris les satellites militaires français, alors que nous sommes soi-disant alliés avec les Américains. Nous avons développé le radar Grave, qui nous permet d'avoir accès à cette cartographie. Donc malheureusement, on ne l'a pas suffisamment développé pour avoir la totalité du monde, c'est-à-dire qu'on devrait installer des graves sur l'ensemble de nos possessions et des territoires ultramarins. Mais bon, on ne l'a pas encore fait, mais on devrait le faire. Et bien du jour où on a eu cette capacité, comme par hasard, les satellites français ont disparu de la cartographie des satellites américains et nous leur avons rendu l'appareil. Donc on se rend bien compte que nous avons des moyens de pression si nous avons la volonté politique de les mener. Et ce qui est intéressant dans ce domaine spatial, c'est notre capacité de coopération. Je pense que nous sommes la nation à avoir le plus d'accords de coopération dans le domaine spatial avec les autres nations au monde. C'est-à-dire que nous travaillons avec les Américains, nous travaillons avec les Chinois, nous travaillons avec les Japonais, nous travaillons avec les Russes, nous travaillons avec les Émirats Arabes Unis, nous travaillons avec, je crois qu'on vient de signer un partenariat avec le Turkménistan. Donc, c'est-à-dire que nous sommes la nation qui avons le plus de partenariats internationaux. C'est la démonstration que l'espace est un terrain de coopération, donc un terrain de paix entre les nations. Et l'histoire de la France fait que nous avons un rôle particulier à jouer là-dedans. Alors, juste, je vais peut-être, avant qu'on passe aux questions, vu qu'il nous reste encore beaucoup de temps, je vais peut-être redonner une dernière fois la parole à nos invités avec la simple question. Maintenant qu'on a fait cette description de la situation, qu'on a vu ce que la France pouvait faire, devait faire en tant que grande nation spatiale, que faire pour répondre à ces enjeux ? Qui veut commencer ? Peut-être Elisa ? Oui, effectivement, la France, elle est d'ailleurs aussi moteur finalement pour répondre aux enjeux de dépollution. Les enjeux de dépollution sont de deux ordres typiquement. Vous avez un aspect réglementaire et vous avez un aspect qui concerne la recherche scientifique. Je vais commencer par l'aspect réglementaire, où là, la France, une fois de plus, elle est moteur, parce que vous avez, au niveau des Nations Unies, un comité interagence qui s'occupe effectivement de la question des débris spatiaux. Et donc là, principalement la NASA, l'agence spatiale japonaise, la JAXA, et l'agence spatiale française, le CNES, ont été moteurs depuis le début des années 2000 pour élaborer un certain nombre de bonnes pratiques, mais qui malheureusement ne sont pas contraignantes pour les acteurs commerciaux. La France, en 2008, quant à elle, du fait de l'apparition des nombreux acteurs privés dont on parlait tout à l'heure, a décidé de se doter d'une loi spatiale. Et dans cette loi spatiale, il y a une réglementation technique afin d'atténuer, comme je disais, tout ce qui est pollution de l'espace. Et au niveau des débris spatiaux, il y a un certain nombre de choses assez concrètes, où dans la loi, typiquement, on a la non-génération de débris, le fait de devoir avoir une probabilité de désintégration accidentelle inférieure à 1 sur 1000, et ça, c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être imaginer d'augmenter pour réduire le risque à l'avenir. Il y a également la nécessité, lorsque vous retirez les satellites
de leur service au bout d'une quinzaine ou une vingtaine d'années, de les passiver, c'est-à-dire de vider tout ce qui reste en termes d'énergie, que ce soit du carburant, que ce soit les batteries, etc., pour diminuer autant que possible les risques d'explosion. Il y a le fait aussi, comme c'était évoqué tout à l'heure, de faire des manœuvres de désorbitation afin de les amener assez loin dans ce qu'on appelle une orbite cimetière. Il y a encore le fait pour les satellites qui sont dans l'orbite basse de contrôler leur entrée, parce qu'on sait que lorsqu'on arrive à environ 400 km, 300 km, les débris, s'il y en a, brûlent directement dans l'espace, générant effectivement là aussi une pollution. C'est pour ça qu'il faut vraiment, je dirais, décroître quelque part le nombre de lancements. C'est aussi un autre aspect. Mais je vais passer maintenant du coup aux aspects après avoir cité quelques aspects réglementaires, aux aspects de la recherche scientifique. Donc, en termes de recherche scientifique, comme je disais, pour décroître le nombre de lancements de satellites, il y a une chose qui est importante, c'est d'arriver à augmenter leur durée de vie en orbite. Typiquement, passer de 10 ans à 15 ans, de 15 ans à 20 ans, et ainsi de suite. Permettre aux satellites d'être reconfigurés depuis la Terre, comme c'est le cas pour Quantum, un satellite qui a été lancé récemment, ce qui veut dire qu'on peut le faire travailler sur différentes zones, faire varier ses performances, etc., en fonction des besoins. Ça, c'est un aspect qui peut être assez intéressant. Il y a également toute la recherche scientifique sur laquelle la France est moteur aujourd'hui au niveau des carburants. Typiquement, au Centre spatial guyanais actuellement, il y a une usine de biométhane qui est en train d'être montée pour avoir effectivement des carburants qui émettent beaucoup moins de gaz à effet de serre, et particulièrement du CO2. Il y a les lanceurs spatiaux européens, ils fonctionnent non pas avec du kérosène ou un dérivé, mais avec de l'hydrogène. Il y a du coup cet hydrogène aujourd'hui, il émet du CO2 à sa fabrication, et demain, effectivement, il y a également des projets de recherche scientifique pour produire ce qu'on appelle de l'hydrogène vert, entre guillemets, parce que malheureusement, rien n'est jamais bien vert, parce qu'on utilise quand même des ressources naturelles comme de l'eau en quantité. Si c'est juste limité à quelques lancements spatiaux, ce ne sera pas problématique au niveau de la gestion de la ressource, mais il faut quand même faire attention à cela. Et cette eau, en fait, elle est coupée en molécules d'hydrogène et d'oxygène en utilisant de l'électricité. Et là, l'idée, c'est d'utiliser de l'électricité photovoltaïque ou éolienne. Donc, c'est une deuxième piste pour les lancements. Et il y a un dernier point qui était évoqué tout à l'heure. Et là, je pense que ça va mettre beaucoup plus de temps parce que c'est vraiment très compliqué de mon point de vue. C'est tous les programmes de dépollution effectivement de l'espace, où là, il y a plusieurs techniques qui sont étudiées. Les Européens sont moteurs d'ailleurs dans le domaine, avec plusieurs programmes depuis une dizaine d'années qui sont financés par l'Agence spatiale européenne. Mais le budget de l'Agence spatiale européenne, ça dépend de ce que mettent les États. Et pour la dépollution, personne n'a envie de mettre beaucoup de budget. Donc, c'est très, très compliqué. Et là, il y a effectivement des techniques plus ou moins incertaines, comme le fait de se rapprocher des autres satellites, développer des filets, des harpons, des espèces de bras télescopiques, des lasers. Enfin, on voit bien que cet aspect-là est encore très peu mature, et ça va prendre des années et des années. Donc effectivement, le mieux, c'est d'atténuer de toutes les façons possibles les pollutions. Donc il y a comme je disais, finalement deux aspects: réglementer les utilisations, et que les États mettent de l'argent dans la recherche scientifique. Parce que ça permettra d'atténuer. Après, on ne fera pas des miracles, mais ça permettra déjà d'atténuer les différents types de pollution.
Alors sur le que faire, j'aurais pas de réponse normative, hein, mais comment se positionner avec ce que faire? Moi, j'ai quelques éléments de réflexion, plutôt de réflexion pour le positionnement, pour la reprise en main de la situation potentiellement. Et dans quelle mesure c'est pratiquement possible aussi, hein, parce que l'État est sensiblement dégradé de la politique spatiale. Donc comment faire, et aussi comment les acteurs se positionnent par eux-mêmes. Je pense que, en tant que sociologue, c'est ce que j'étudie. Et moi, ce que j'observe, c'est que, en tout cas dans les agences, ça alterne selon les cas et les circonstances entre la position responsable, oui, on fera mieux. Il y a souvent beaucoup de greenwashing aussi et des communications très, très sympathiques et bienveillantes sur oui, on va construire un espace soutenable, etc. Mais quand vous voyez les faits, c'est rarement au-delà de la proclamation. Il y a aussi une forme d'attentisme, hein, plus ou moins honteux, où on regarde ce qu'il se passe et on organise des sommets pour discuter pollution spatiale. Ça, c'est l'essentiel de ce qui se passe à l'ONU en ce moment. Et la fuite en avant, c'est on accompagne le mouvement. Et voire même on l'accélère en finançant toujours plus de start-up, etc. Donc ça, c'est les réponses des acteurs qui sont en soi à interroger, hein. Moi, je pense qu'un gros défi, déjà, sur le que faire, c'est enjoindre tout le monde à réfléchir un peu aux actes et aux conséquences et faire décélérer, hein, les discussions et les négociations qui sont souvent très hâtives, hein, autour du spatial. Car précisément, le risque est grand que cette ressource, ce bien commun, disons-le comme ça, de façon un peu brutale, eh bien, soit à terme non utilisable. Et comme on accélère en permanence, y compris d'ailleurs, les privés accélèrent, on a cité SpaceX, mais il y en a plein d'autres, hein. Mais finalement, les agences regardent. Et puis, ah bah oui, c'est vrai qu'ils vont très vite. Ah bah, du coup, nous, on va accompagner, on va mettre toujours plus d'argent pour les accompagner dans leur accélération, et jamais on se pose vraiment pour réfléchir. Je pense qu'un enjeu, c'est de faire de la politique spatiale à long terme et de réfléchir déjà sur comment se projeter et dans quelle mesure ça sera encore possible de se projeter. Si véritablement on a des syndromes Kessler en chaîne, ça sera plus possible, quoi. La réponse des privés et des agences aussi, hein, c'est la gestion du trafic, quoi. C'est le trafic orbital, etc. Ça va être compliqué, mais vous allez voir, on va y arriver avec de l'intelligence artificielle, plein de solutions innovantes, etc. Et tout est sous contrôle, hein. Et puis failure is not an option. Donc il y a toujours cette culture du can do, hein, à la NASA, où on va y arriver, quoi. Tout va bien se passer. La navette a quand même explosé 2 fois, quoi. Et donc cette culture-là a été mise en cause plusieurs fois, hein, du point de vue de l'organisation. Mais c'est encore cette rhétorique-là à laquelle on assiste, hein, et qui en dit long. En gros, les pots sont déjà cassés. On peut à la rigueur les recoller, on peut atténuer, mais on se dit ouais, bah, c'est gagnable, mais pas vraiment gagné, quoi. Et en parallèle, c'est la petite musique que j'évoquais tout à l'heure, mais pour moi c'est vraiment un truc important à regarder, c'est la stratégie d'appropriation, l'accaparement privé. Alors on n'a pas parlé des ressources lunaires, etc., mais en ce moment il y a toute une spéculation autour d'une possible économie lunaire. C'est la grande frontière, là, avec les accords Artemis, etc. Les Américains sont au taquet, notamment les entreprises, pour tout privatiser sur place, quoi, sans exercice de la souveraineté des États, ce qui pose des problèmes légaux énormes, et surtout, de toute façon, c'est illégal du point de vue du traité de l'espace. Donc là, c'est quand même un sujet majeur. Et moi, ce que je trouve effarant, alors là, ce n'est plus le chercheur au CNRS qui parle, mais le modeste citoyen. Mais c'est l'attentisme dans les agences et aussi, alors, je le disais tout à l'heure, une forme de sidération. Là, on a un nouveau directeur général du CNES qui a été récemment nommé. Et au lieu de dire, bon, ouais, quand même, réfléchissons un petit peu à ce qu'on fait là, c'est allons toujours plus vite. Et le dernier papier dans une interview dans le Figaro de mémoire, c'était mais le CNES doit faire émerger des licornes. Voilà, donc des startups valorisées à $1 milliard. Donc là, on parlait de fuite en avant, mais là, ça fuite partout, quoi. Et donc là, l'idée du CNES, qui est par ailleurs un EPIC, hein, un établissement qui a vocation aussi à stimuler le commerce depuis longtemps. Donc il est dans son rôle finalement quand il dit ça, hein. C'est peut-être le rôle du CNES qu'il faut transformer, hein. Mais là, ce qu'on voit, c'est une agence qui, au lieu de décélérer, dit accélérons encore plus et transformons le CNES en start-up d'État, quoi, hein. Et là, il y a quand même une reprise en main aussi de Bercy. Le CNES, c'est Bercy maintenant. Et on a une vision purement économiste, capitaliste du spatial, qui aujourd'hui est complètement légitimé, avec un accent qui est mis sur l'innovation, le financement des pépites, etc., pour concurrencer les acteurs américains qui sont, enfin, on peut même pas rivaliser, faut arrêter de rêver, quoi. Et les licornes américaines, enfin, elles sont déjà même plus des licornes, c'est des super licornes, quoi. C'est des milliards et des milliards. On est très loin de pouvoir rivaliser, donc il faudrait peut-être s'interroger aussi là-dessus. L'autre point qui me paraît important,
sur le que faire. Quand on parle de l'espace, il y a souvent ces grandes montées en généralité, l'humanité dans l'espace, voilà. On serait tous bercés par un rêve d'exploration, etc. Mais en fait, toutes les nations n'ont pas contribué de la même façon à l'exploration, à la conquête, comme on disait avant, et toutes ne sont pas autant responsables des dégâts qui ont été engendrés sur les orbites. Il se trouve que c'est surtout les États-Unis et l'URSS, quoi. Voilà. Et encore aujourd'hui, il y a eu une collision, un satellite chinois militaire. Il a pris un bout d'étage, je crois que c'était Zénith, un lanceur Zénith, un bout d'étage lancé en 96. C'était russe. Et donc ces débris, en fait, ils ont été générés par deux superpuissances spatiales, massivement. Et le débat, il est souvent cadré dans des termes très généralistes, universalistes, l'espace, etc. En fait, je pense qu'il faut aussi redescendre sur Terre et se dire que tout le monde n'a pas contribué de la même façon à ce désastre. Et il faudrait aussi interroger le rôle de certains pays dans cette fuite en avant. Et en l'occurrence, les États-Unis qui continuent à aller dans le même sens. J'ai évoqué Artemis. Là, on a aussi une prédation complètement légitimée par le gouvernement américain d'aller sur la Lune, créer des zones, etc., qui seront occupées pour aller forer dans le sol, etc., pour les entreprises privées américaines et pour la space dominance américaine. On est encore dans ce registre-là. Moi, j'étais allé à Washington au moment de l'anniversaire d'Apollo, et là, la propagande états-unienne, elle était d'une violence symbolique assez inouïe, hein. Donc, quand on parle de que faire, c'est que faire avec qui aussi, quoi. Que faire avec qui, en l'occurrence, c'est ce genre d'acteurs. Et quand vous êtes CNES ou français ou même ESA et que vous allez négocier avec les Américains, bon, vous partez de très loin, parce qu'en termes de budget, bon, vous les faites sourire à la rigueur. Mais en termes de responsabilité aussi, d'efficacité dans la prise de décision, il faut quand même se dire que même si on a une puissance spatiale de rang quand même assez important et historique, on est les troisièmes dans l'histoire, mais aujourd'hui, massivement, il y a une hégémonie américaine et aussi une contestation de cette hégémonie par la Chine qui fait que nous, on est quand même une puissance subalternisée. Dans le que faire, je pense que c'est important de l'avoir aussi en tête. L'autre point aussi que je voulais souligner, c'est que certes, il y a tout ce discours, cette rhétorique de l'entrepreneuriat, le capitalisme en orbite. D'ailleurs, on dit rarement capitalisme spatial. Il faut le dire, quoi. Il est question de marchandiser le spatial. Moi, je le dis, y compris d'un point de vue sociologique, hein. C'est un capitalisme d'État, avec ses entreprises, etc., ses champions industriels, et avec ses recherches de profit, quoi. On est vraiment dans ce monde-là. Et il y a quand même des discours critiques qui commencent à émerger. Et c'est intéressant. Alors moi, j'y participe très modestement. Il y a une critique sociale des appropriations marchandes de l'espace qui commence à décoller, si je puis dire. Là, le tourisme suborbital avec Blue Origin et SpaceX et Virgin Galactic commence à avoir un discours écologiste qui disait « Ouais, mais la pollution, les riches qui s'envoient en l'air, aux limites de l'espace, c'est indécent, c'est obscène, etc. » Il y a encore quelques années, tout le monde disait « C'est formidable, hein, c'est la nouvelle course à l'espace, etc. » Là, on commence à entendre des choses intéressantes. Alors qu'avant, c'était vraiment toujours les mêmes soucis de... c'était la conquête et c'était formidable. Là, il me semble qu'on commence à interroger tout ça. Et à mon avis, c'est bon signe d'un point de vue politique, au sens d'une démocratisation de la décision dans le domaine spatial. Les gens commencent à s'y intéresser. Enfin, pas tant que ça, parce qu'on n'est pas complètement nombreux, mais ça va changer peut-être un jour. Et une des réponses du privé à tout ça, c'est de dire « Ouais, mais attendez, on démocratise l'accès à l'espace. » On parlait d'accès, c'est un des titres qui a été retenu du panel. Mais en fait, c'est une démocratisation en trompe-l'œil, hein. Quand ils pensent démocratisation, ils pensent marchandisation. La démocratie, c'est le marché, quoi. Et là aussi, il y a un coup de force hégémonique culturel des Américains. Moi, j'ai fait 80 interviews pour une enquête que j'espère publier bientôt, hein, sur le New Space, son émergence, etc. Pour eux, en fait, ils font le bien de l'humanité, quoi. Nous démocratisons l'accès à l'espace. En fait, non. Vous avez juste des technologies qui sont là pour générer des revenus, etc. Vous avez des investisseurs, etc. C'est pas du tout. Vous ne démocratisez rien du tout. Il y a éventuellement de la science, de la technologie, des universités qui vont envoyer des satellites expérimentaux, etc. Mais l'essentiel, c'est de faire du business. Et aujourd'hui, là aussi, il y a tout un travail sémantique à faire, de critique, de déconstruction des catégories par lesquelles on parle du spatial. Et notamment, là, une belle catégorie, c'est la démocratisation du spatial. Il n'y a pas de démocratie du spatial aujourd'hui. Très, très peu. Et dans le que faire, à mon avis, s'il y a bien quelque chose à faire, là, c'est pas le chercheur qui parle, c'est peut-être le militant. Par ailleurs, je suis élu LFI. Disclaimer.
élu local. Bref, et donc un peu engagé. Et c'est que là, la démocratisation, ça veut dire aussi créer des arènes nationales déjà, mais aussi européennes, internationales, où on engage les citoyens à avoir voix au chapitre. Est-ce que vous êtes vraiment pour vous faire polluer les orbites par Starlink ? Moi, je suis astronome amateur aussi. J'ai pointé mon télescope. Ça m'a bien fait chier de voir ces traînées, quoi. Donc là, il y a quand même quelque chose qui est monumental. C'est la pollution du ciel nocturne. Et ça passe crème. Il y a eu quelques mobilisations. Il y a un village, je crois que c'était en Normandie, qui a dit non, on veut pas de l'antenne. Alors c'était perçu, construit médiatiquement comme un truc un peu folklore. C'est des irréductibles gaulois dans leur village qui sont contre Starlink, etc. Mais en fait, non, c'est hyper important. Il faudrait interroger le déploiement de cette constellation. Mais pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Il y a eu des tentatives de moratoire, etc., qui ont été poussées par la France insoumise. Bon, ça n'a pas pris. Une vraie démocratisation, ça devrait être ça, y compris dans le monde spatial. C'est-à-dire, là, on est en train d'augmenter la cadence des lancements. Est-ce que c'est une bonne chose ? On est en train... Enfin, certes, quand je dis non, ils sont en train, donc les marchands de tourisme spatial, dit spatial, parce que vraiment à 100 km, c'est vraiment que dalle, est-ce que c'est une bonne chose que de leur donner des licences pour les lancements ? Ça, c'est des vraies questions normatives, ou des modèles de société. Ça n'existe pas. Est-ce qu'on est pour l'hypercroissance du spatial ? Pas forcément. Du spatial, pour quoi faire ? Avec qui ? Le spatial pour la science, l'astronomie spatiale, moi je trouve ça super. Le spatial pour l'Internet des objets, pour connecter les bagnoles. Bon, là, de la même façon qu'il y a eu des mobilisations sur la 5G, on pourrait aussi se dire Starlink, c'est exactement le même type de débat. Pour l'instant, c'est pas encore vraiment là, mais on pourrait mettre en place des arènes dans lesquelles ces questions pourraient être interrogées, et notamment l'idée même qu'il y a quelque chose comme une conquête, quoi. La conquête de l'espace, le fait que c'est toujours, quand vous regardez les industriels, leur courbe, c'est toujours, voilà, ils vendront toujours plus de tapis volants. Non, il pourrait que ça, parce que c'est quelque chose qui présente un coût environnemental, on pourrait l'interroger et finalement décroître. Et si vous allez voir des industriels, et moi je vais les voir assez souvent, et vous leur dites décroissance, ils vous virent. Mais n'empêche que c'est une question qu'on peut poser légitimement. Voilà. Donc je finis juste sur un point. Donc là, on a des arènes nationales, donc politiques, on va dire. Et puis on pourrait éventuellement réfléchir sur leur mise en place. Mais aussi au niveau international, il y a quand même un bureau des affaires spatiales, il y a l'ONU, il y a quand même des instances, il y a un traité de l'espace, il y a des gens dont c'est la spécialité, dont c'est le boulot de réguler tout ça. Pour l'instant, on observe et on organise des sommets. C'est une catastrophe. Alors que les instances sont là depuis le début, depuis l'âge spatial. Il faut, de la même façon qu'il y a un GIEC pour le climat, il faudrait qu'il y ait un GIEC pour le climat spatial. Une organisation qui dit, écoutez, là, non. Là, SpaceX, là, il y a combien les demandes de fréquences, les immatriculations de satellites, 30 000 immatriculations, mais c'est délirant. Personne pour dire, c'est délirant. Non, mais on va étudier les spécifications techniques, ouais, ça passe, ça a l'air de bien fonctionner, la désorbitation. Il y a juste 100 satellites en panne en ce moment, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Mais en fait, non, c'est pas possible. Là, SpaceX devrait rendre des comptes. C'est une catastrophe. Là, je lisais, pour préparer dans le train, là, un magazine, l'espace, Nouveau Far West, etc. Le journaliste essaye de contacter SpaceX. SpaceX ne répond pas. Voilà. C'est pas normal. Ces boîtes doivent rendre des comptes. Voilà. Donc je dis de façon un peu tonitruante, mais je trouve ça dingue que sur ces questions-là, pour l'instant, ça soit l'attentisme, y compris politique. Voilà. Merci à vous deux. Écoutez, je propose que l'on prenne une ou deux séries de questions. On en prend quelques-unes, puis on répond, et puis on fait une deuxième série si besoin. Merci. Bonjour, merci de vos interventions. C'est ici. Bonjour. Une autre question complémentaire à ça, vous avez un peu abordé le sujet, mais quid de nos actions personnelles? Il y a par habitant en France 40 satellites qui nous servent apparemment. Alors vers quoi nous on veut aller individuellement? Jusqu'où la démocratie peut autoriser tel ou tel développement technologique? C'est vraiment, vous avez abordé un petit peu ça, mais la question elle est effectivement au niveau sociétal, mais au niveau individuel. Qu'est-ce qu'on fait? On nous propose la technologie constamment de plus en plus avancée. Certaines personnes courent derrière tout ça. Tout ça, ça fonctionne dans un sens et dans l'autre. Et
est-ce qu'au niveau démocratique, il y aurait une interrogation à faire, comme on pourrait se faire au niveau technologique, de la robotique, de l'intelligence artificielle, etc. Jusqu'où, démocratiquement, on a une action, on pourrait avoir une action au niveau du Parlement, au niveau de commissions avant le Parlement, etc. Parce que c'est aussi en amont que peuvent se régler les sujets, et celui-là comme pratiquement tous les autres. Donc au niveau du citoyen, est-ce que vous avez réfléchi? Qu'est-ce que vous avez à nous proposer pour faire avancer tout ça, s'il vous plaît? Merci. Bonjour, merci. C'est vrai que c'est des questions qu'on pose rarement. Alors, deux choses, l'une sous forme de provocation, l'autre sous forme d'interrogation. Est-ce que ce n'est pas, c'est vraiment de la provocation, un enjeu d'arrière-garde, à savoir que ça montre un impérialisme et le côté capitaliste poussé à son extrême. Le fait que l'on laisse maintenant au privé, n'est-ce pas les États qui veulent se désengager et laisser le côté mirobolant miroiter au privé? Et deuxième chose, je trouve que c'est vraiment un côté néocolonial et emprise we are the best, we are the world, très américain, et que la France court derrière. Ne faudrait-il pas un biais et un écart différent? Merci. J'essaye de trouver un monsieur, pour une fois. Bonjour, merci pour d'évoquer ce sujet, on apprend plein de choses. Moi j'aurais plusieurs questions sur la recherche. Est-ce qu'on est comme dans les autres formes de recherche, sur la recherche à court terme, financée entièrement par des appels d'offres, et qu'on va pas un peu plus loin parce qu'il faut être rentable et allié vers le monde de l'économie, un peu comme Minus et Cortex, le dessin animé que je regardais quand j'étais petite avec les petites souris. Voilà. Aussi, quid, j'aimerais savoir, les brevets, ils vont à qui et à où? Parce que ça aussi, c'est une question stratégique. On donne beaucoup d'argent public et on se rend compte que les brevets, ils vont aux boîtes privées et qu'on ne peut pas les utiliser. J'aurais aussi la question à propos de la Chine au niveau de la pollution de l'espace. Et est-ce qu'il y a bientôt d'autres pays aussi qui vont aller à la conquête? Parce que c'est vrai que ça fait rêver toute une population. Et donc, du coup, si on a plus de pays, qu'est-ce que ça entraîne? Et aussi, justement, pour revenir au niveau de la recherche, au niveau du crédit impôt recherche, où ça va et à qui ça va? Parce qu'on est dans un énorme scandale où ça ne se va que en gros, et quand on est un petit, voilà. Et aussi dans le lobby des Startup Nation qui sont rachetés par des gros, qui sont des mini-filiales. Est-ce qu'on est aussi au niveau de ça, au niveau de l'espace? Bon, on va répondre à cette première série de questions. Je ne sais pas qui veut commencer. Moi, je peux parler de la coopération, mais... Ouais, Moi, je peux parler de la recherche. On va commencer par la recherche. On fera l'inclusion des citoyens, on fera la coopération. Oui, je vais commencer par essayer de répondre aux différentes questions sur la recherche. Clairement... il y a effectivement des brevets qui sont déposés par l'Agence spatiale française, très concrètement, et par d'autres agences spatiales en Europe, parce que la France travaille en coopération avec l'ensemble des États membres de l'ESA, et puis avec beaucoup d'autres États, comme l'expliquait Bastien tout à l'heure. Après, effectivement, il y a effectivement des finances publiques qui aboutissent à des brevets pour des entreprises privées. C'est le cas en France aussi. Après, moi, j'ai pas tellement une vision de toutes ces nombreuses start-up qui ont émergé ces dernières années en France. Donc là, je saurais pas trop dire. Après, clairement, il n'y a pas de crédit impôt recherche, mais effectivement, des budgets
des lignes budgétaires dans la proposition de loi des finances, très clairement, avec voilà, X milliards. On peut le voir d'ailleurs, c'est public. Bon, après, c'est assez long, hein, les rapports, donc il faut vraiment aller directement chercher dans les bonnes cases. Mais effectivement, voilà, pour ce qui est un petit peu de la recherche, il y a pas mal d'ailleurs de retombées. La recherche spatiale, c'est quand même une des recherches, malgré tout, où il y a encore pas mal de retombées pour les citoyens, finalement. Parce que vous avez des applications de la recherche spatiale dans le domaine médical, par exemple. Vous avez des applications de la recherche spatiale dans le domaine énergétique. Pour le développement, par exemple, des panneaux photovoltaïques. Bon, il y a quand même un certain nombre de choses qui peuvent être assez intéressantes, même si, comme dans tous les secteurs, hein, effectivement, l'émergence des acteurs privés conduit bien évidemment à, du coup, des activités qui échappent aux citoyens avec des dépôts de brevets par des entreprises privées. Et ça, c'est un petit peu comme dans tous les autres domaines. Donc si on voulait effectivement que ça profite de nouveau à l'intérêt général, ne faudrait-il pas quelque part faire des renationalisations partielles, par exemple, ou des socialisations d'entreprises, ou impliquer davantage les salariés, enfin, construire un autre modèle finalement. Moi, je vais juste peut-être revenir sur ta question sur la place des autres pays, la France qui court derrière, les États-Unis, etc. Oui, je pense qu'il y a un véritable enjeu. Il y a un véritable enjeu. Parce que l'espace, alors, ok, il y a 40 satellites que nous, on utilise, etc. Je pense que Arnaud reviendra sur l'implication pour les citoyens. Mais c'est un enjeu énorme pour les pays en voie de développement. Parce que la technologie spatiale permet un mode de développement alternatif à la construction des réseaux tels qu'on a pu le faire, tels qu'on le fait. Si on prend un exemple, parce qu'on dit ça, mais ça fonctionne dans certains pays. Si on prend l'exemple de l'Inde, l'Inde a un budget spatial de 2 milliards de dollars par an. C'est un budget dont le volume n'est absolument pas discuté par la population, tout simplement parce qu'il y a des retombées immédiates, directes, parce que, vu la taille du pays, eh ben, ça permet ça permet la communication, ça permet, etc., etc., etc. Donc, il y a un enjeu pour les pays en développement à avoir un accès à l'espace, à avoir la capacité de contrôler et de faire fonctionner leurs satellites. Et c'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon, lorsqu'il est allé au Burkina Faso cet été et dans son discours de Ouagadougou, a proposé la création d'une université francophone de l'espace. C'est-à-dire de créer un lieu où l'on va former des opérateurs de satellites, des ingénieurs, des scientifiques, pour justement créer une grande coopération. Alors on utilise la francophonie parce que la langue c'est un moyen de communiquer commun, facile, ça simplifie les choses. Puis il y a une communauté de destin aussi avec les nations francophones. Ça pourrait être autre chose, mais bon, on a cet outil, donc utilisons-le. Et c'est comme ça aussi qu'on construit un modèle alternatif, un modèle qui n'est pas du business, un modèle qui est du développement et un mieux vivre de l'humanité tout entière. Donc oui, vous avez raison, et oui, il y a des alternatives, et c'est sur ces alternatives qu'il faut avancer. Ça répond aussi à la question d'arrière-garde. Oui, bien sûr. Moi, j'interviendrai, enfin, c'est une très bonne question, sur l'implication citoyenne et comment on fait pour faire en sorte que cette démocratisation dont je parlais tout à l'heure se réalise, peu ou prou. C'est vrai que c'est un sujet qui est très compliqué parce que déjà, le spatial, enfin, moi, quand j'ai commencé à me plonger dedans, ça m'a pris du temps à bien comprendre, quoi. Donc, ça demande pas mal d'expertise, c'est très technique. Quand on commence vraiment à s'y intéresser de près, la question touche à... Il y a de la technologie, il y a des organisations, il y a de l'argent, bon, c'est assez énorme, il y a beaucoup de science évidemment, et donc il y a un coût d'entrée
dans ce genre de... Mais c'est dans n'importe quelle science, n'importe quelle technologie. Et c'est ce coût d'entrée en fait, qu'il faut baisser par tout un travail en amont d'éducation populaire, de popularisation d'une certaine réflexion sur le spatial, sur la politique spatiale, pour en faire une chose commune, quoi. Et ça, enfin, le problème, c'est qu'on part de très très loin. Et jusqu'à présent, le spatial était présenté par les agences, encore aujourd'hui, par la NASA notamment, qui met, je crois, 100 millions de dollars par an dans ce qu'ils appellent la propagande, ce qu'on appelait la propagande dans les années 60. En tout cas, la communication, le public outreach, etc., aller dans les écoles, dîner avec un astronaute, enfin, on peut tout faire avec la NASA. Et eux, c'est extrêmement organisé, hein, mais ils mettent de l'argent et c'est à une certaine fin, hein, qui, en l'occurrence, c'est dorer le blason de la NASA. C'est quand même très américain là-bas, pour avoir visité des musées NASA, c'est impressionnant, c'est un rouleau compresseur symbolique. Moi, je pense pas qu'il faille procéder comme ça, parce que ça rend pas forcément intelligent d'admirer seulement. Hein. Et le spatial, enfin, les gens du spatial attendent beaucoup ça, quoi. Admirez-nous. Hein, regardez comme nous sommes forts, regardez comme nous envoyons loin nos fusées, etc. Il y a quand même ça qui est présent. Et je pense que cette popularisation de la réflexion sur le spatial doit aussi passer par une forme de déconstruction aussi de plein de choses. Alors j'en ai cité tout à l'heure, notamment l'intérêt mercantile, le fait que finalement la démocratisation, c'est la marchandisation. Bah non, là il y a un truc à regarder, quoi. De même aussi, le rêve spatial, l'idée que c'est une nouvelle frontière. Là aussi, ça fait partie des choses à interroger, parce que la nouvelle frontière, j'en ai beaucoup soupé aux États-Unis quand j'ai interviewé des entrepreneurs, etc. C'est complètement naturalisé, et là, on a quand même un modèle culturel, clairement. Et d'hégémonie, d'expansion, c'est la nouvelle frontière, façon l'Eldorado, l'Ouest, etc. C'est des gros poncifs, hein. Mais en fait, ils y croient vraiment. Enfin, quand vous interviewez les gens... et puis après, vous mettez un soupçon de libertarianisme, tout ça, un rapport à l'État fédéral qui est très particulier. Et tout ça aussi, il faut le déconstruire, parce que finalement, ça passe en fraude en Europe. Et derrière Elon Musk, il y a aussi une espèce de fascination pour le modèle américain, encore aujourd'hui, y compris dans les agences, chez les entrepreneurs, etc. Et moi, je parle pas mal avec les industriels, et il y a toujours un moment, c'est le moment de l'interview, c'est alors votre rapport avec Elon Musk. Et c'est presque un analyseur biographique, quoi. Tout le monde joue quelque chose dans sa projection avec Musk. Et d'ailleurs, on dit Elon, hein, on dit pas Musk, on dit Elon. Et là aussi, c'est des choses qu'il faut interroger, déconstruire. Enfin, pourquoi ça s'est imposé comme une évidence, quelque chose de naturel? Et tout interroger. Moi, je suis pour tout interroger dans le spatial. Par exemple, aller sur Mars. Pour aller le coloniser. Alors, là aussi, un mot, coloniser. Aux États-Unis, ça passe crème, hein, coloniser. Bon, en Europe, c'est plus compliqué. Mais là, sur le plan sémantique, il y a quelque chose qui s'est passé aussi. En Europe, on ne dit plus coloniser l'espace. Même conquête. Si vous dites conquête dans un symposium spatial en Europe ou n'importe où, tout le monde va vous rironner, quoi. On va dire, on n'est plus dans les années 60. Hein. Donc on ne dit pas conquête. Et donc là, il y a tout un travail d'appropriation, de réappropriation, mais intelligente. Je veux dire, pas simplement approprier pour admirer, quoi. Et donc, mettre les gens, les impliquer dans la politique spatiale, ça devrait être ça. Et c'est tout l'inverse de ce que j'ai observé, peut-être le CNES, là, qui me rappelle à l'ordre. Une politique spatiale, ça devrait être donc l'inverse de ce qui est fait aujourd'hui en communication spatiale. Par exemple, c'est Thomas Pesquet, l'ambassadeur du CNES, enfin de l'ESA. Et regardez comme je fais des belles photos, comme je suis là, et comme j'incarne le vol habité. Et vraiment, il a cette vocation aussi à vendre les programmes spatiaux, Pesquet, quoi. Et donc, ce qu'on attend de Pesquet, c'est de l'admiration de ce qu'il fait. Et là aussi, je pense que, en fait, est-ce que c'est vraiment légitime, la Station Spatiale Internationale, ce qu'on en fait aujourd'hui, etc. Bon, on pourrait discuter aussi l'utilité de cette méga structure qui est aujourd'hui un peu obsolescente. C'est serrer les boulons, ça commence à rouiller. Et là, d'ailleurs, se pose la question de sa désorbitation. Jusqu'à quand? Et là, on a un beau débris. Quelques tonnes, et là ça va être compliqué. Bon courage, hein, et sachant que les Russes veulent plus payer. Enfin, voilà. Et là on a un gros sujet, on a un beau sujet qui pourrait, provoquer un débat public. La station spatiale, sachant que nous, via l'Europe, on a mis pas mal d'argent dedans, et là c'est un vrai sujet qui pourrait concerner pas mal de gens. Et on voit, j'ai parlé du tourisme suborbital tout à l'heure, ça a concerné plein de gros titres pendant 2 semaines et un gros battage. Ça a fait discuter sur des choses super importantes, le capitalisme, l'argent, l'obscénité des milliardaires qui vont s'éclater pendant 6 minutes en impesanteur. Voilà, là c'est des sujets fondamentaux, et je pense qu'on peut mobiliser les gens. Après, la question, c'est la décision.
en matière de politique spatiale. Là, c'est une autre étape que là, je n'ai pas vraiment de solution prête à l'emploi. Mais en tout cas, je pense qu'il faut en faire une affaire politique, quoi, au sens vraiment noble du terme. Parce qu'aujourd'hui, quand vous dites politique spatiale, c'est le CNES. Le CNES met en œuvre la politique spatiale de la France. Voilà, la politique spatiale des Françaises et des Français aussi, quoi. Voilà. Il nous reste encore 5-10 minutes. S'il y a des questions, sinon, écoutez, on va vous remercier d'avoir assisté à cette conférence que vous pourrez retrouver en ligne. Et bonne fin d'amphi.